Ah, merci beaucoup. Je pense que on nous entend, ça marche très bien. Alors, nous allons aller donc rapidement du côté de notre invité, hein, très occupé, hein, mais toujours présent, il répond toujours présent aux émissions donc de Jacques Roger Show. Docteur Eric Eddy, comment allez-vous, hein? Je vais très bien, monsieur, très cher frère Jacques Roger. Toujours, toujours, toujours un plaisir. Encore une fois, un plaisir d'être avec vous sur cette chaîne. Je ne suis pas à côté de vous, mais je sens un peu essoufflé, c'est-à-dire un, deux meetings et puis une réunion. C'est Ben écoutez, hein, ça va aller en cours d'une réunion à une autre. Et puis, c'est ça aussi, quelquefois, les aléas de travail en ligne, comme on le dit. Ben, ça va, je suis là, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, hein. On va vous prendre 30 minutes. Tout dépendra certainement de la manière dont vous allez répondre aux questions, hein. En tant que Ouais. professeur enseignant, vous êtes toujours prolixe. J'ai- J'essaie de faire l'effort. Je crois que la dernière fois, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'en ferai encore davantage pour rester vraiment bref et puis dégager un peu le temps professoral que nous avons toujours eu et pour lequel nous sommes connus. Je vous en prie. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Chers auditeurs, donc bienvenue donc à notre émission Beat Back. Bring the Ivorian Dream back again. Voilà. À seulement donc 2 mois, disons, de la présidentielle 2025, la Côte d'Ivoire, cher ami, hein, se trouve une fois encore face à un climat politique tendu, marqué donc par un blocage institutionnel, une justice sélective et un pouvoir qui reste sourd aux appels au dialogue. Dans ce contexte, cher ami, certains parlent du report donc, des élections, mais le CACI, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, cette option n'est pas du tout une solution. Alors, la question centrale s'impose. Que reste-t-il encore donc de l'alternative si le report est rejeté face à un RHTP déterminé à avancer, hein, coûte que coûte? Pour en débattre, cher ami, avec nous aujourd'hui, nous recevons le docteur Eric Eddy, hein. Je crois que c'est pas le président, on dit que c'est votre titre, Le docteur. secrétaire exécutif. Voilà, le secrétaire, voilà, secrétaire exécutif, voilà, du CACI, pour une conversation sans concession sur le blocage actuel, les propositions concrètes à 2 mois donc du scrutin et les perspectives pour un avenir démocratique de notre pays. Chers amis, restez avec nous, restez concentrés et surtout, quand vous avez le docteur Ikedi, ça veut dire que nous aurons une très bonne mission. Alors, nous allons aller donc rapidement du côté donc, de la Pennsylvanie. On parlait donc du rejet, le rejet donc, du report donc, des élections. Docteur Eric dit, pourquoi les Cassis estiment-ils que le report donc, des élections n'est pas donc une solution? Il n'y aura de report que celui qui s'inscrit dans le cadre d'une transition politique. Pourquoi? Il ne faut pas donner au régime actuel qui a manœuvré et qui continue de manœuvrer pour se maintenir au pouvoir une quelconque opportunité donc de proroger le mandat comment dire, qu'il accomplit hein, de façon illégale déjà illégale. Et donc, il ne faut pas tomber dans le jeu de ce qui s'est passé et qui a failli se passer au Sénégal. Vous avez vu tous les soulèvements et même en Guinée-Bissau où il y a eu la décision donc de report des élections. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le CACI dit qu'un rejet ou bien un report donc, de cette élection-là serait une enfreinte d'abord aux dispositions constitutionnelles que nous avons parce que c'est clairement inscrit dans ce que nous avons, mais en même temps aussi, c'est clairement inscrit que les élections doivent être libres et transparentes. Mais il ne faut pas utiliser l'idée d'un report comme une astuce ou alors une opportunité donnée à ce régime-là pour se maintenir au pouvoir parce que rien ne garantirait qu'après un tel report, ce régime-là pourrait effectivement créer les conditions qu'il faut pour une élection libre et transparente en Côte d'Ivoire. Donc, le CACI dit que s'il doit avoir un report, ce report-là n'aura de valeur que s'il se situe dans le cadre d'une transition politique et pacifique que nous appelons de tous nos voeux depuis 2012. Dans ces conditions, quelles seraient donc les conséquences d'un report sur la stabilité du pays? Ben, écoutez, quand vous reportez l'élection, il y a les interprétations qui peuvent fuser de part et d'autre. Premièrement, il y aura l'impression donnée par ce régime, comme je l'ai dit, qui se maintient, qui utilise tous les subterfuges et artifices pour se maintenir au pouvoir. Il y aura cette impression que le report ne vise que à donner
une autre opportunité au régime de M. Alassane Draman Ouattara de se maintenir au pouvoir. Ça va avoir un impact sur la situation politique déjà délétère qui va se dégrader davantage. Je veux citer pour exemple ce qui s'est passé au Sénégal. Vous vous rappelez bien lorsque le président Macky Sall a décidé de report de l'élection du 25 février dernier à décembre de l'année. Ça a entraîné tout ce que ça peut entraîner jusqu'à ce que la Cour suprême ou constitutionnelle du Sénégal revienne sur cette décision, la casse, pour que les élections aient lieu en février 2025 et on a vu ce que ça peut donner. Donc, voilà un peu l'impact que ça pourrait avoir. Et ensuite aussi, vous savez, dans la question de la sédimentation des habitudes politiques, nous, au CACI, ne souhaitions pas qu'un certain nombre de choses qui soient acceptées. C'est la raison pour laquelle nous faisons opposition à cette idée même de M. Ouattara qui veut concourir pour un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Que ses partisans puissent les appeler ou bien appeler cela un deuxième mandat de la Troisième République, ce n'est pas un langage, en tout cas politique, ce n'est que de la malversation politique, si on peut le dire ainsi. Pour nous, il s'agit d'un quatrième mandat. Et s'opposer à ça, c'est en même temps aussi s'opposer à toute velléité dans le futur de quelconque personne qui violerait la Constitution pour briguer des mandats au-delà de ce qui est prescrit par l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Donc, si je comprends, le CACI considère-t-il que ce report serait donc une manœuvre politique au profit du pouvoir, c'est bien ça? Le pouvoir ne nous a donné aucune garantie. Depuis 15 ans maintenant, n'a donné aucune garantie, ou alors le pouvoir a donné toutes les garanties qu'il fera tout en son pouvoir pour se maintenir au pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'un tel report, s'il ne se situe pas dans le cadre d'une transition politique dans laquelle les forces sont équilibrées, dans laquelle véritablement le régime de M. Alassane Draman Ouattara se voit dans une balance de pouvoir qui ne penche plus en sa faveur, en train de reculer, nous n'avons pas confiance à ce qu'un report, justement et simplement annoncé comme ça, soit la solution aux problèmes politiques et au blocage que nous vivons en Côte d'Ivoire présentement. Puisqu'on parle donc du blocage, docteur Rekedi, hein, donc la question que je m'avais posée, nous voyons que donc, le RHTP fait donc la sourde oreille aux appels donc, de l'opposition, la société civile et même des partenaires à l'international. Quelle lecture faites-vous donc de cette attitude? Nous avons à une manifestation à New York la semaine dernière, en prenant la parole, dit que le régime de M. Alassane Draman Ouattara, malheureusement, a conduit la Côte d'Ivoire dans une dérive totalitaire et autoritaire. C'est tout ce qui explique ce que vous voyez, la sourde oreille est en réalité l'émanation ou alors le reflet de cette dérive totalitaire, pour me répéter. Est-ce selon vous une stratégie donc assumée de passage en force? Tout à fait. C'est une stratégie assumée de passage en force en se cachant aussi derrière les artifices donc, du pouvoir judiciaire. Vous voyez que tout ce qui est fait est mis sous le couvert ou bien même les enfreintes à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout ce qui est fait se fait sous le couvert de la loi et de comment cette loi est exploitée. Vous voyez aussi la commission électorale, par exemple, qui exploite des dispositions donc, du code électoral pour proroger le mandat de président de cette institution qui n'est plus indépendante ou autonome, mais en même temps, ce même président fait une application intelligente pour utiliser ses propres termes de la loi quand il s'agit de l'enrôlement sur les listes électorales ou bien de la révision de la liste électorale. Au lieu de la faire annuellement, c'est-à-dire chaque 365 jours, sur 365, on fait à cheval sur des années et on estime qu'on l'a fait. Donc, nous n'avons véritablement pas confiance en ce régime-là. Quel risque cela fait-il peser sur donc, la crédibilité du scrutin à venir? Le processus électoral en Côte d'Ivoire n'a aucune crédibilité, à commencer d'abord par la commission électorale elle-même, qui est dépourvue de toute confiance. Les appels du président de cette institution au corps électoral à faire confiance au système et non à sa personne, à lui ou bien aux membres de cette institution est une parjure pour nous. C'est un parjure, pardon. C'est une insulte à la conscience collectif des Ivoiriens parce qu'il n'y a pas de système sans les hommes et il n'y a pas d'hommes sans les systèmes. Voilà la lecture que nous faisons et il n'y a pas lieu pour les Ivoiriens de faire confiance à cette structure qu'est la Commission électorale indépendante et en sa capacité à véritablement organiser des élections qui soient libres, transparentes et crédibles.
Concrètement, donc, parlons donc, si vous voulez, donc, des propositions donc, du CACI, docteur Ekeli. Concrètement, donc, à 2 mois donc, de l'élection, que propose donc le CACI comme alternative au report? Malheureusement, le CACI propose quelque chose qui continue de paraître pour beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Ivoiriennes comme éphémère, une chimère ou alors une situation utopique, voilà le terme que je cherchais. Nous disons depuis 2012 que l'alternative crédible pour la Côte d'Ivoire, c'est une transition que nous appelons un changement de paradigme. Cela ne veut pas dire forcément et ne veut en rien d'ailleurs dire coup d'État ou alors un coup de force militaire comme nous l'avons vu en 1999 en Côte d'Ivoire ou comme nous l'avons vu entre 2002 et 2011. Non, il ne s'agit pas de cela. Vous avez vu que le samedi dernier et avant même ce samedi, le 9 août, il y a eu la manifestation du Front commun appelant tous leurs militants PDCI, RDA et PPACI à prendre la rue. Je crois que la pression de la rue, nous croyons au CACI que la pression de la rue est l'alternative ou alors la solution. Il faut continuer de se mobiliser, il faut continuer hebdomadairement de le faire jusqu'à ce qu'il y ait une véritable balance. Dans cet état de fait, M. Jacques Roger, nous rappelons aussi qu'en 1990, le régime du président Houphouët-Boigny a reculé à cause de la pression de la rue. Cette pression est devenue forte à cause de l'action des syndicats, à cause de l'action des organisations de la société civile et à cause des partis politiques de l'opposition déterminés. Nous croyons que le moment est encore venu pour que toutes ces forces sociales, comme on le dit, puissent se mettre en branle pour faire reculer encore une fois ce régime qui se veut autoritaire et ce régime qui se veut autoritaire. Dans ces conditions, quelle réforme minimale ou mesure d'urgence pourrait-elle appliquer dès maintenant? Premièrement, il s'agit, avec la pression de la rue, d'obtenir donc que ce régime recule et d'accepter qu'une transition politique se mette en place. Dans le cadre de cette transition politique, vous verrez qu'il y aura bien entendu une plus grande confiance s'il s'agit donc du report des élections qu'un gouvernement de transition pourrait organiser de façon beaucoup plus libre. Et quand vous parlez de réforme institutionnelle, peut-être que dans le cadre de cette transition, il y a beaucoup d'institutions qui ont été créées sous le régime de M. Alassane Draman Ouattara que nous appelons simplement à faire disparaître. Vous parlez d'une vice-présidence, par exemple, vous parlez du Sénat, toutes ces institutions budgétivores qui doivent pouvoir disparaître. Le CACI a aussi des propositions concernant la commission électorale indépendante. Est-ce que cette commission, qui avait été appelée de tous les vœux par les partis de l'opposition à partir de 1990-95 jusqu'à aboutir à sa création à l'an 2000, a pleinement joué son rôle dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Et là, je vais faire le bilan de la commission électorale, pas la version de Kouibier simplement, Koulibaly, mais la version de la commission électorale indépendante qui date de depuis 2000 jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais eu des élections qui ne soient pas disputées, des élections qui n'entraînent pas des morts en Côte d'Ivoire depuis 2000. Partant de ce fait, le CACI a son idée aussi derrière la lettre, sa tête. Est-ce qu'il faut continuer de maintenir cette commission, une commission électorale indépendante, ou alors est-ce qu'il faut, en la maintenant, enlever un certain nombre de charges à cette commission pour les remettre au ministère de l'Intérieur, par exemple? Par exemple, pourquoi est-ce que ce ministère de l'Intérieur n'aurait pas en lui la charge, par exemple, je me répète là, de l'enregistrement ou bien de l'enrôlement des citoyens devenus et des citoyennes devenus majeurs et ensuite transmettre ces listes-là pour traitement à la commission électorale. Pourquoi ne pas engager les structures décentralisées comme les mairies et autres, tout ça là, dans effectivement l'enregistrement sur les listes électorales et garder la commission électorale, elle, comme l'organe technique pour agir d'organiser les aspects pratiques d'une élection en Côte d'Ivoire, que ce soit l'élection des présidents, l'élection du président, l'élection des députés, l'élection de toute autre structure, hein, des maires et autres. Voilà les idées que nous avons, mais tout cela pourrait se réaliser, s'accomplir dans la confiance et dans la paix et dans la crédibilité dans le cadre d'une transition politique que nous continuons d'appeler de tous nos voeux. Et justement, que répondez-vous à ceux qui disent que la Côte d'Ivoire n'a pas réellement de problème d'institution, mais surtout de problème donc, de cadre
compétent et surtout patriote. Je l'ai dit tout à l'heure, M. Jacques Roger, c'est vrai que nous avons un problème de patriotes. Et d'ailleurs, le Cassis, toujours dans cette intervention, le dit et le répète. Vous savez, en Côte d'Ivoire, avec ce que nous avons connu, le terme patriote est devenu un terme galvaudé, un terme dont on a peur, mais nous appelons les Ivoiriens à être des patriotes. C'est parce qu'on n'est pas patriote que la corruption gangrène toutes nos institutions, toutes nos administrations. C'est parce qu'on n'est pas patriote que les policiers dans les rues continuent donc de peser lourd sur les petits commerçants, quand nous savons bien même que, comme on appelle ça, le secteur informel est un des poumons, si vous voulez, de l'économie ivoirienne et même de l'économie de l'Afrique de l'Ouest et partant de l'Afrique. Donc, nous estimons que c'est une situation, voilà, je veux dire. Oui, mais dans ces conditions, docteur Yekedi, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un peu contradictoire ce que vous êtes en train de dire? Vous vous opposez à un report donc, des élections, pas de confiance à la CEI qui organise les élections, même les institutions d'ailleurs. Dans ces conditions, comment garantir donc un processus électoral crédible? Mais c'est ce que nous venons de vous dire, M. Jacques Roger. Nous disons qu'il n'y aura de report pour nous crédible que celui qui s'inscrit dans le cadre d'une transition. Sans une transition politique, on ne peut pas faire confiance au régime actuel au pouvoir pour conduire un report des élections parce que ce report-là s'apparenterait simplement à du temps gagné pour se maintenir au pouvoir. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Oui, mais quand vous parlez de transition, vous faites allusion à quoi? Un coup d'État? Est-ce qu'il peut y avoir une transition sans coup Mais nous d'État? l'avons dit tout à l'heure, non, non, non. Oui, il peut y avoir une transition. Effectivement, il peut y avoir une transition sans un coup d'État. Jacques Roger, nous voulons vous rappeler à vous, vos auditeurs, vos auditrices et tous ceux qui nous suivent, que en 1989, d'ailleurs, quand le Cassis parle de la transition politique, le Cassis s'appuie sur trois modèles. Le modèle de la transition politique au Bénin en 1989, vous savez qu'elle a été conduite. C'est ce que les Béninois et les observateurs ont appelé le changement de régime. Le président Bati Korekou n'a pas été évincé du pouvoir. Il a gardé donc la présidence et pourtant, Par rapport à ça, je vous en prie, du président Mathieu Crécou pour qu'on arrive à cette situation, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a il pas. a fallu la pression de la rue pour contraindre le président Mathieu Korekou. C'est ce que je dis. Il a fallu la pression de la rue pour contraindre le président Mathieu Korekou à accepter cela. Parce que lui aussi, son instinct peut-être de patriote ayant été, comme on appelle ça, ayant atteint son paroxysme, ou ayant été réveillé par la pression de la rue, il a accepté ce fait-là. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Je vous ai cité aussi l'exemple de 1990. La pression forte de la rue avait amené le président Houphouët-Boigny en son temps à aussi reculer. Vous rappelez bien les propos de son ministre, le ministre Laurent Donald-Fologo dans le temps qui a dit qu'il a fallu que le président Houphouët-Boigny puisse appuyer simplement sur le petit bouton de l'article 7 pour le retour au multipartisme. Mais pour que ce bouton-là soit appuyé, c'est la pression de la rue qui a eu raison de lui dans un contexte et un moment où la Côte d'Ivoire traversait des difficultés économiques. Donc Jacques Roger, c'est ce à quoi nous croyons, nous n'appelons pas. Et là, soyons très formels, le Cassis n'appelle pas aujourd'hui dans cette Côte d'Ivoire à un coup d'État ou bien à un soulèvement militaire ou bien à toute intervention militaire. La pression de la rue a eu raison du régime de Macky Sall au Sénégal. Je crois que les Ivoiriens ont les hommes et les femmes capables de pouvoir faire ça. Au-delà de tout ce que nous pouvons croire, nous continuons de croire qu'il y a des patriotes en Côte d'Ivoire. Alors, si donc le RHDP persiste donc, dans son refus de dialogue, quelle issue reste ouverte, à votre avis? Ben, le président Laurent Gbagbo l'a dit, je ne veux pas me faire le répétiteur de ce qu'il a dit, mais je crois que la solution qu'il a donnée, ce qu'il a annoncé, est dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. Il faut prendre la rue, il faut marcher, il faut marcher, il faut marcher, il faut marcher. Il faut faire reculer ce régime-là par la pression de la rue, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, quel rôle dans ces conditions peuvent donc jouer donc la société civile, la diaspora et les partenaires internationaux? Je lisais tout à l'heure en prélude à cette émission, réviser la constitution de 2016 qui a été amendée en 2020 et même en 2023. La société civile a un rôle à jouer. La constitution dit clairement que cette société civile-là concourt aussi à l'expression du suffrage. Ça veut dire aussi beaucoup de choses. Dans son rôle donc de partenaire social et économique en Côte d'Ivoire et même en politique, la société civile, comme vous le voyez, à l'instar de ce que fait notre sœur Edith Balé-Purchéry, je l'ai cité la dernière fois, le docteur Éric Sémien, ben, voilà le rôle que la société civile peut jouer dans galvaniser et puis
engager civiquement les populations au-delà de la distribution de matériel vital, de base comme les habits et autres, tout ça. Mais les partenaires internationaux que vous avez dit, à commencer par la CEDEAO, nous avons interpellé cette structure. Vous savez, nous pensons à notre analyse que tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les blocages institutionnels que nous voyons, les blocages au niveau des élections et l'ambiance qui entoure présentement le processus électoral en Côte d'Ivoire sont en flagrante, tout cela est en flagrante violation du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et les élections. Cette institution, malheureusement, reste silencieuse. Or, pourtant, dans la Côte d'Ivoire que nous connaissons, la CEDEAO est intervenue de façon vigoureuse. L'ONU, en tant que structure elle-même, est intervenue de façon vigoureuse en Côte d'Ivoire. Entre 2002 et 2011, ce n'est pas moins de 47 résolutions qui ont été prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le silence. On va me dire parce que les armes ne sont pas en train de crépiter, mais vous savez quoi? Ce qui fait crépiter les armes est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas prévenir et attendre de vouloir guérir? Voilà les institutions internationales que nous interpellons. Bien entendu, en ce qui concerne les autres comme la France, ce n'est pas de les interpeller, mais c'est plutôt de demander aux Ivoiriens patriotes de continuer d'intégrer dans leurs analyses le rôle néfaste que la France joue dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, dans ces conditions, le CACI appelle-t-il donc à l'unité des forces démocratiques face à ce régime, c'est bien ça? C'est le message que nous avons lancé à tous nos camarades et nous nous sommes montrés et donné, exprimé notre disposition à aider, par exemple, au rassemblement des Ivoiriens, surtout dans la diaspora où nous sommes, mais aussi à faire entendre notre voix dans ce rassemblement-là. Il faut un rassemblement de qualité, un rassemblement de quantité, un rassemblement patriotique pour avancer cette fois-ci. Et il faudrait que nous puissions tirer les leçons du désordre qui a animé tout ce que nous avons fait depuis 2011 lorsque M. Alassane Draman Ouattara et son régime sont arrivés au pouvoir. Selon vous, peut-on donc encore sauver donc la démocratie ivoirienne? Oh oui, pourquoi pas? Monsieur Jacques Roger, vous avez comme titre de votre émission, ou alors le nom de cette émission, c'est de ramener le rêve ivoirien. Ce rêve-là ne peut pas avoir lieu ou bien ne peut pas prendre forme sans la consolidation de la démocratie. C'est la forme de gouvernement que les Ivoiriens, la forme à laquelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes aspirent. Donc, il ne peut avoir de retour donc à ce rêve de la Côte d'Ivoire s'il n'y a pas d'enracinement ou bien de consolidation de la démocratie. Alors, parlons, docteur Ekedi, au moins 3 ou 4 questions donc, de l'actualité en ce moment, docteur Eric Eddy. Hein. Je vais aller rapidement. Quelle analyse faites-vous donc du courrier de l'ONU après celui donc de Tidiane Thiam? Maintenant, c'est Laurent Gbagbo. Nous trouvons tous ces courriers-là faibles. Je l'ai dit tout à l'heure en référence. J'ai dit qu'entre 2002 et 2011, ce n'est pas moins de 47 résolutions que l'Organisation des Nations Unies, par son secrétaire d'alors, Ban Ki-moon, et son envoyé spécial en Côte d'Ivoire, et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont signé. Et toutes ces 47 résolutions-là, pour la plupart, étaient allées à l'encontre du régime du président Laurent Gbagbo, jusqu'à culminer avec ce que nous savons, son transfèrement à La Haye. Donc, les lettres que nous voyons sont un début. Nous prenons acte donc de ces courriers du secrétaire général des Nations Unies, mais nous trouvons que c'est une réaction qui est pour l'instant timide face à ce qui se profile en Côte d'Ivoire. Que faut-il faire réellement alors? Écoutez, l'ONU qui quelquefois a réussi dans certaines actions, nous n'appelons pas donc au déploiement d'une force militaire en Côte d'Ivoire, loin de cela, mais nous disons qu'il faut des résolutions qui sont beaucoup plus décisives et qui fassent comprendre à qui veut comprendre que on ne peut pas se maintenir au pouvoir avec des arguments non constitutionnel pendant plus de 20 ans. C'est quand même un peu surprenant, M. Jacques Roger. C'est comme si nous sommes dans un rêve de voir que ce monsieur qui, disons, hier parlait d'injustice, d'exclusion et qui parlait aujourd'hui de réforme institutionnelle, qui se faisait le chantre de la démocratie et qui a fait rêver des Ivoiriens qui ont voulu le suivre, se retrouve aujourd'hui
en train de vouloir faire un quatrième mandat, ce qui l'amènerait à avoir passé 20 ans à la tête de la Côte d'Ivoire de façon déjà illégale dès le départ avec les armes et ensuite par des manipulations de la Constitution. C'est impensable. Et la Côte d'Ivoire, ce géant, entre griffes, de l'Afrique de l'Ouest, ne mérite pas ça. Nous sommes géants dans tout. Nous sommes géants peut-être en football, nous sommes géants dans la construction peut-être des stades comme vous voulez, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas un géant, un modèle quand il en vient à la démocratie en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Alors, rapidement, donc, il y a une crise, disons, semble en gestation donc, au PDCI-RDA. Certains donc accusent l'ingérence donc, du RDA devenu RHDP, mais aussi donc, le rôle de certains anciens au niveau du PDCI-RDA aujourd'hui. Alors, docteur Rikeli, selon vous, s'agit-il donc d'une véritable crise interne ou d'une manœuvre politique externe pour fragiliser le principal parti de l'opposition maintenant? Je vais répondre à cette question avec beaucoup comment on appelle ça, de précaution, parce qu'il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur, et des critiques lourdes sur un parti qui aujourd'hui dans l'opposition est, ou bien qui est un des partis phares de l'opposition aujourd'hui. Ce n'est pas le principe du CACI. Mais je vais dire simplement que, pour répondre à votre question, que ce qui se passe au PDCI pour nous est le reflet du déficit de démocratie. Vous savez que c'est le déficit de démocratie qui a conduit à la création du Rassemblement des rénovateurs. Lequel rassemblement des rénovateurs est devenu le Rassemblement des républicains. Je vais parler de feu Kobi, comment il s'appelle, le fondateur du RDA. Euh, son nom était là sur mes lèvres et puis ça m'échappe. Mais je vais dire que le déficit de démocratie que nous voyons et la crise dont vous parlez au PDCI-RDA est la même chose que nous voyons aussi au PPACI avec l'annonce de la candidature de Awa Dombelo. Pour nous, encore une fois et très brièvement, c'est le reflet quelquefois du déficit de démocratie à l'intérieur des partis politiques, quelle que soit leur dimension et quelle que soit leur histoire. Vous parlez de Jenny Kobina tout à l'heure, c'est bien cela. Jenny Kobina, voilà le nom que je cherchais. Merci. Alors, Jenny Kobina. alors, la CEI, on parle de la CEI puis les législatives, alors que donc la CEI est déjà contestée. Elle propose donc d'organiser les législatives en décembre 2025. Pour beaucoup, c'est une provocation qui accentue donc la crise de confiance. Quelle analyse faites-vous donc de cette décision et quelles pourraient être les conséquences sur la stabilité politique? Ben, nous avons parlé tout au long de cette émission des manœuvres dilatoires utilisées par le régime au pouvoir, contrôler cette commission électorale qui devrait être indépendante et qui ne l'est plus, et puis prendre aussi par le biais donc de cette commission, par l'utilisation quelquefois donc des artifices donc de la loi et des actes qui existent, des décisions qui ne rencontrent pas l'assentiment. Cette commission électorale est déjà contestée. Cette commission électorale déjà n'inspire pas confiance. Et cette commission électorale va encore changer les dates, vous voyez, des élections. Je m'en vais peut-être essayer de comprendre quelque chose. Il y a quelques années, les élections présidentielles et les élections législatives se déroulaient la même année et nous avons un cycle électoral de 5 ans. C'est vrai que à cause des soubresauts que le pays a connus, il y a eu des décalages qui ont fait que les élections législatives se retrouvent quelque part. Pour nous, au CACI, nous pensons que d'abord, il faut diminuer le coût ou bien l'argent, les investissements ou bien les fonds que la Côte d'Ivoire alloue à des élections, si nous arrivons par exemple à des élections groupées. Ça se fait dans beaucoup de pays où les élections présidentielles ont lieu concomitamment avec les élections législatives ou même les élections, comme on appelle ça, des structures décentralisées comme les mairies. Tout ça là, après une étude, ça peut se faire. Mais dans le contexte actuel, quand cette décision elle est prise, elle n'est pas faite pour inspirer confiance et le CACI, bien entendu, est d'accord avec les organisations de la société civile et les partis politiques, surtout dans l'opposition, qui pensent que c'est une autre manœuvre dilatoire pour confisquer le pouvoir et favoriser le régime au pouvoir. Parce que certainement qu'il y a des gens qui s'y préparaient pour le mois de mars de l'année prochaine, et maintenant quand vous ramenez ça en décembre, vous parlez de janvier, février, mars, 3 mois, ça peut être pris de court. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ça, surtout dans le contexte actuel où il n'y a pas la confiance nécessaire dont a besoin cette structure qui organise les élections.
Alors, parler donc de, c'est ça, effectivement, donc dans le contexte actuel, juste, on refuse donc l'enrôlement, docteur Eric Eddy, on refuse aussi même le découpage électoral et on veut précipiter donc l'organisation des élections législatives sans avoir déjà trouvé une solution pour les élections présidentielles. C'est tout ça tiré par les cheveux. On a l'impression. Mais vous faites une très bonne lecture parce que vous parlez du pouvoir d'abord exécutif avec l'organisation des élections présidentielles, vous parlez du pouvoir législatif avec l'organisation donc de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ces deux pouvoirs. Je vous ai dit tout à l'heure que ce régime-là utilise et se cache derrière le pouvoir, se cache derrière les instruments de la justice pour se maintenir au pouvoir. Donc, la lecture que vous faites, nous ne pouvons que être d'accord avec. Merci beaucoup, docteur Rikedi. La toute dernière question, meeting, et puis on va parler donc de leur efficacité. Vous avez dit tout à l'heure, il faut marcher, il faut marcher. Donc, face à un pouvoir qui refuse donc le dialogue, l'opposition mise donc sur les meetings et les rassemblements citoyens, pensez-vous que donc ces mobilisations puissent réellement changer, j'allais dire, le rapport donc de force, ou risque-t-elle donc de rester donc symbolique face à un pouvoir qui veut rien entendre, qui n'a pas du tout intérêt, docteur Ekedi, à organiser un dialogue et une réforme. Parce qu'ils savent, en le faisant, c'est comme s'ils perdaient le pouvoir. Je comprends votre cynisme et je comprends le cynisme de tous ceux qui pensent comme vous. Hein, quand après plusieurs années, nous sommes aujourd'hui à 15 ans, si tout ce que M. Ouattara et son régime sont en train de faire aboutit, ça veut dire que nous allons pour un quatrième mandat, donc pour 20 ans. Cela vous reviendra encore à dire que pendant 20 ans, les Ivoiriens qui sont opposés à ce régime, qui sont opposés à ces dictatures et à ces régimes autoritaires ne seront pas parvenus en aucune façon, en tout cas, par les marches qu'ils ont et les rassemblements, à faire reculer ce régime. C'est vrai, le constat, il est là, il est clair. Cependant, est-ce que, en dehors de ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes d'abord, constitutionnels, qui sont des mécanismes de la démocratie, qui sont des mécanismes utilisés dans une société, je veux dire, hein, pour faire de la redondance, une société de civilisation. C'est quand on n'est pas civilisé qu'on croit, et démocratiquement civilisé, qu'on croit que les marches ne doivent pas aboutir. Et c'est le problème du régime au pouvoir. C'est un régime qui n'est pas démocratiquement civilisé ou bien qui n'a pas la culture de la démocratie. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'il y a comme manifestation, tout ce qu'il y a comme opinion publique ne dit rien complètement, ne dit rien, ne disait rien à ce régime-là. Mais nous pensons que les Ivoiriens ne doivent pas baisser les bras. Il faut continuer de le faire. Nous avons rappelé deux faits. Nous avons dit qu'au Bénin, il n'y a pas eu de coup d'État et le président Badié Koyekou avait accepté une transition. Nous avons dit qu'en 1990, il n'y avait pas eu de coup d'État, mais le président Houphouët-Boigny a reculé. Mais dans ces deux cas, qu'est-ce qui s'est passé? La pression de la rue. Nous citons même l'exemple de l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'il y a eu une lutte armée farouche là-bas pour arriver à ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir de la majorité des Noirs, pouvoir politique s'entend. Mais lorsque il s'est agi de s'asseoir pour discuter, c'est au sein de la CODESA, avec les revendications des travailleurs dans les mines, des travailleurs partout en Afrique du Sud, et le poids qu'a joué, le rôle qu'a joué les syndicats en Afrique du Sud, que nous sommes arrivés à là, nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, la société civile, encore une fois, les syndicats des travailleurs sont des forces sur lesquelles il faut compter. Parce que Jacques Roger, vous avez des syndicalistes qui sont en prison aujourd'hui. Vous avez des syndicalistes qui continuent de réclamer leur dû. Vous avez des syndicalistes qui continuent de réclamer et demander à l'État de satisfaire à ses propres engagements en ce qui concerne l'amélioration des salaires. Vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire la question donc de la protection sociale, la question de l'assurance. Toutes ces choses-là concourent effectivement à l'appauvrissement des populations et ça devrait constituer des éléments sur lesquels les forces politiques, les forces sociales en Côte d'Ivoire s'appuient pour rallumer la flamme patriotique que les gens ont pour que les manifestations donc de la rue non seulement s'intensifient, mais aient un impact. Et l'impact, c'est de faire reculer le régime et le contraindre justement à s'asseoir à une table de dialogue qui devra conduire à ce que nous avons dit pour nous, le Cassis, encore une fois en terminant, c'est une transition qu'il faut.
une transition qu'il faut. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Et votre mot d'espoir pour cette semaine? Ben, le rêve ivoirien est permis. Et comme je l'ai dit tantôt, il n'y aura pas de rêve sans la consolidation de la démocratie. C'est la raison pour laquelle il faut se battre, parce que le régime qui est là aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un régime totalitaire et un régime qui a installé la Côte d'Ivoire donc dans la dérive autoritaire. Voilà, merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Surtout, portez-vous bien et bon week-end. C'est moi qui vous remercie, Jacques.